Cette première table ronde de l'après-midi porte sur cette thématique avec pour objectif de réaliser un bilan d'étape de ce modèle d'exercice qui s'est considérablement développé au cours des dernières années. Ce développement s'explique notamment par la volonté des professionnels de santé qui ont bien perçu tous les intérêts d'une telle pratique qui s'est ensuite traduite dans la loi et dans nos politiques publiques. Face aux défis majeurs que rencontre notre système de santé, l'exercice coordonné, c'est-à-dire la coopération des professionnels de santé pour garantir les parcours de soins les plus efficients possibles, est une solution bien évidemment pertinente qui mérite d'être déployée dans chaque territoire. Cette table ronde sera l'occasion de faire le point avec nos intervenants, un tour d'horizon et une mise en perspective du modèle, mais aussi d'interroger les manières dont le rendre encore plus opérant sur l'ensemble des territoires, ou du moins pour ceux pour lesquels cette pratique est pertinente. Avant de céder la parole à Laurent Chouet, vice-président du Conseil national de l'Ordre des pédicures podologues et rapporteur de la commission exercice coordonné nouvellement créée par l'Ordre, je remercie ainsi pour leur présence le docteur Stéphane Oustric, délégué général aux données de santé au numérique au Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Pascal Gendry, coprésident d'Avec Santé, Fédération française des maisons et pôles de santé, Alexis Bataille-Ambert, infirmier et rapporteur de la mission ministérielle sur la santé des professionnels de santé, Rodolphe Soulier, responsable du pôle ressources humaines hospitalières à la Fédération hospitalière de France, et le docteur Michael Benzaki, sous-directeur de l'accès aux soins et du premier recours, direction générale de l'offre de soins, sous vos applaudissements nombreux. Nous devions d'ailleurs, figurez-vous, mais c'est la vie politique, avoir à cette table ronde un député appelé Yannick Noder. Mais pour des raisons que vous avez compris, et tant mieux pour nous, il a annulé sa présence et fait des propos introductifs, et nous l'avons entendu ce matin en tant que ministre. J'excuse également Sébastien Delécluse, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie, qui devait nous apporter son regard en termes d'organisation territoriale. Il ne peut être des nôtres en raison d'un déplacement à Mayotte. Il est bien évidemment totalement excusé eu égard à la situation. Pour commencer nos échanges, je donne la parole à monsieur Laurent Chouet. Merci Marc. C'est avec grand plaisir que j'ouvre cette table ronde et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, bien évidemment. Nos échanges vont concerner un enjeu majeur de notre système de santé et vont permettre de faire un bilan d'étape donc au sujet de l'exercice coordonné. Ce modèle d'exercice se développe chaque jour un peu plus et emporte un changement de paradigme qui concerne tous les acteurs de santé au cœur de nos territoires. L'exercice coordonné propose une réponse pertinente, voire essentielle aux défis majeurs que sont le vieillissement de la population, le renouvellement des professionnels de santé et l'accès aux soins. L'ONPP s'est intéressé très tôt aux enjeux de la coordination des soins. J'ai souvenir d'avoir participé en tant qu'élu du Conseil régional Poitou-Charentes aux premières réunions sur le sujet en 2011, dont la thématique était les nouveaux modes de rémunération. Aujourd'hui, notre institution est pleinement engagée dans la voie de la promotion de cet exercice et s'empare du rôle qu'elle doit jouer, non seulement au service de la profession, mais aussi et surtout au bénéfice des patients. L'ONPP ne s'implique pas seul dans cette voie. Les professionnels sont eux aussi présents. L'enquête que nous avons menée récemment auprès de nos consoeurs et nos confrères pédicures-podologues en témoigne. Le fort taux de réponse au questionnaire, à savoir 25%, est un premier indicateur illustrant l'intérêt qu'ils manifestent pour les enjeux de santé, et notamment celui de l'exercice coordonné. Je les remercie d'ailleurs pour leur participation à cette consultation et pour leurs réponses qui permettent d'illustrer le bilan d'étape proposé à l'occasion de cette table ronde. 44% des répondants ont déclaré être actifs soit dans une maison de santé pluriprofessionnelle, soit au sein d'une communauté professionnelle de territoire de santé, démontrant ainsi un intérêt significatif pour cet exercice. La communication pluriprofessionnelle est perçue comme le principal avantage de l'exercice coordonné pour 31%. 29% pensent que la coordination des soins assure une meilleure prise en charge des patients. Et parmi les avantages plébiscités, 16% ont identifié les bénéfices de l'usage d'un système d'information partagé. Des freins subsistent malgré tout, tels que le manque d'information, la complexité administrative et l'ambiguïté autour des rôles et des responsabilités. Ces indicateurs démontrent non seulement
l'intérêt, mais aussi l'implication de la profession dans l'exercice coordonné. Ils mettent aussi en lumière le travail d'information qu'il faut continuer à fournir afin de permettre à tous nos professionnels de faire un choix éclairé concernant l'avenir de leur exercice. Sous l'impulsion du président Éric Proulx, le Conseil national a fait de l'exercice coordonné une priorité, créant une commission dédiée, organisée, et c'est un choix, autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe concerne la veille juridique et l'actualité de l'exercice coordonné. L'objectif est clair, il est de créer une bibliothèque numérique accessible à tous les élus, ambassadeurs de la politique ordinale. Le deuxième axe intéresse les protocoles de coopération interprofessionnelle, nationaux ou locaux. Outre un travail nécessaire de recensement de protocoles locaux de coopération à l'état de projet ou déjà mis en œuvre sur le territoire national, la Commission propose d'apporter un soutien technique et méthodologique à tout professionnel exerçant en équipe, souhaitant s'engager dans un protocole local de coopération. Un accès unique a été créé via une adresse mail dédiée afin de recueillir les candidatures des professionnels souhaitant s'emparer et mettre en œuvre un protocole sur leur territoire et ainsi bénéficier d'informations et du soutien de la Commission. L'objectif de la Commission est de sécuriser le principe de qualité et de sécurité des soins dans un contexte d'élargissement de l'offre de soins, de réduction des délais de prise en charge et donc d'amélioration des parcours de santé des patients. À ce jour, 2 protocoles de coopération, 2 protocoles locaux de coopération sont opérationnels. Le premier permet à 2 pédicures-podologues de traiter sans douleur les ongles incarnés en dérogeant à l'acte d'anesthésie locale dans leur cabinet au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Le second permet à 8 consoeurs et confrères de réaliser des prélèvements mycosiques de manière dérogatoire à des fins d'analyse au sein de leur cabinet dans leur CPTS. Le troisième axe auquel travaille cette commission consiste à faciliter l'intégration des pédicures-podologues dans la démarche de responsabilité populationnelle portée par la Fédération hospitalière de France. À savoir que depuis 2017, s'appuyant sur des territoires pionniers, en faisant travailler ensemble tous les acteurs d'un même bassin de vie, la FHF organise un modèle de prise en charge qui vise au maintien en bonne santé des habitants autour de 2 pathologies que sont le diabète et l'insuffisance cardiaque. La loi Valletoux de 2023 permet dorénavant aussi aux élus du Conseil de l'Ordre de siéger au sein des conseils territoriaux de santé, lieu d'organisation de la démocratie sanitaire, au cœur des territoires. Donc le 4e axe transversal que nous avons choisi, transversal aux 3 précédents, propose donc d'apporter aux présidents de conseils régionaux et interrégionaux de notre ordre toutes les informations, tous les outils qui vont leur permettre de représenter notre profession au sein de ces instances. À travers de son implication dans l'exercice coordonné, notre profession est engagée et participe aux réponses liées aux besoins de santé de la population, à l'amélioration de l'accès aux soins, au fléchage du parcours du patient, au développement du lien ville-hôpital et à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels de santé. Elle contribue ainsi à l'optimisation des ressources et des compétences professionnelles au cœur des territoires. La délégation de tâches, ou la délégation de compétences, proposée par les protocoles locaux de coopération, en est une parfaite illustration, permettant une réponse à une carence de l'offre de soins, un gain de temps médical et une amélioration de l'accès aux soins. Merci. Merci Laurent de cette conclusion. La délégation de tâches et de compétences est une parfaite illustration de tout ce qui est mis en route. Vous y avez pensé déjà en 2011 et c'est un enjeu aujourd'hui majeur qui nécessite en effet un changement de paradigme et surtout de se parler. Et on l'a vu d'ailleurs dans la deuxième partie de la matinée, combien le numérique peut aussi être facilitateur de ces échanges. Je vais commencer par interroger le professeur Stéphane Oustric, délégué général aux données de santé et au numérique au Conseil national de l'Ordre des médecins. Dans un contexte où les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux et que l'accès aux soins est compliqué dans de nombreux territoires, quel est le regard de l'Ordre des médecins sur l'exercice coordonné? Quelles sont les attentes des médecins?
Merci de votre invitation, merci Eric, merci Guillaume. Je suis désolé, c'est l'Occitanie qui parle, donc j'ai un rapprochement nécessaire avec Guillaume. C'est une problématique qui nous touche tous, et tous les professionnels de santé. On ne pourra pas faire des raccourcis. Vous avez invité, moi qui y assiste depuis ce matin à vos débats, à la qualité des personnes présentes. Nous avons fixé clairement la ligne sous la mandature de François Arnault, président, que j'excuse, je crois qu'il t'a écrit, t'a envoyé un message. Malheureusement, il est retenu dans le Pays de Loire, voilà, depuis longue date. Mais on ne changera pas la posture des médecins. Le médecin est le coordonnateur des soins. Alors il ne faut pas y voir ce que beaucoup de nos confrères, en ce qui concerne les médecins ou d'autres professionnels, peuvent y voir en termes de « il a la casquette de chef » ou de choses comme ça. C'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, les compétences doivent s'exprimer. Le médecin qui a fait 10 ou 12 ans ou 14 ans ou 15 ans d'études et qui a une responsabilité médico-légale dans le diagnostic qu'il va porter, dans le diagnostic différentiel qu'il doit éluder et dans l'engagement d'une décision médicale avec malheureusement parfois l'engagement de la vie, il a l'obligation de valoriser toutes les compétences de tous les professionnels de santé sans bien sûr prééminence. Alors, dans les établissements, on a déjà l'habitude de partager, parce qu'il y a les dossiers communs, il y a les équipes de soins dans les différents services qui sont organisés, c'est pas nouveau. Et je pense que ceux qui sont dans les établissements hospitaliers, CHU, CH territoriaux ou établissements privés ont l'habitude de ces modes d'organisation. Là où c'est plus compliqué, c'est bien sûr ce qu'on appelle vulgairement la ville. Pourquoi ? Parce que il fut un temps, chacun pouvait travailler comme il voulait, voire même de façon assez isolée, et c'était dans tous les cas pas un problème pour permettre un accès garanti aux soins. Aujourd'hui, on est dans le dur. Et on est dans le dur pour quelques années. Voilà, on le sait très bien, on sait que l'effet délétère du numerus clausus, alors c'est toujours intéressant de venir dans un lieu de notre République qui a participé à l'organisation de cette pénurie. Parce qu'il faut rappeler, l'Assemblée, le Sénat, les gouvernements successifs, ils ont organisé cette pénurie, ils ont fait des décisions. 71, vous voyez, donc 71, on peut prendre quand même tous les gouvernements et toutes les tendances politiques. C'est pas exclusif d'un moment, il ne faudrait pas blâmer ceux qui sont dans le moment. Mais quand on a pensé qu'avec 3500 médecins, on allait pouvoir donner une bouffée d'oxygène à nos centres hospitaliers, là où il en fallait 8 à 12 000 en permanence et qu'on l'a maintenu pendant 30 ans, vous pouvez mesurer le delta qu'il y a et qu'il y aura. Et bien sûr, sans anticiper l'évolution des spécialités, des compétences, des expertises, l'engagement, comme on a pu en parler ce matin, dans la recherche, innovation ou d'autres éléments. Alors la ville, elle doit se structurer nécessairement, et Pascal Gendry est là, donc je pense qu'il en parlera bien mieux que moi, mais enfin on partage tous les deux une activité similaire dans une maison de santé. L'important, c'est de pouvoir permettre à chacun l'expression de ses compétences. Alors ça obéit quand même à des principes. Malheureusement, je ne pourrais pas rester tout à l'heure à la suite, mais ça m'aurait intéressé quand même, parce que, étant professeur des universités, il y avait un petit défi quand même, ça m'intéressait, sur l'universitarisation de l'ensemble des professions médicales qui ne le sont toujours pas. Et je suis un ardent défenseur de passer tout le monde par l'université républicaine et l'université française. Si vous n'avez pas de référentiel formation, vous n'aurez pas de référentiel métier. Si vous n'avez pas un référentiel métier, vous n'aurez pas de la connaissance à la compétence et vous n'aurez pas la certification. J'entendais notre collègue québécoise, moi j'y vais souvent au Québec. Tous les ans, si ça se passe mal dans les guidelines, on vous rappelle à l'ordre, en tout cas pour les médecins. Voilà, donc vous voyez, la certification, on va vous donner 9 ans, on va vous donner 6 ans. Il faut qu'il y ait une certification. Ce n'est pas parce que vous avez eu un diplôme à un moment donné que ça s'arrête. Parce que la société évolue. Aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que le besoin exprimé de la société a changé. Il s'est modifié. Et donc, implicitement, nous devons aussi faire évoluer ce qu'on nous a appris il fut un temps et ce qui aujourd'hui est un élément de recommandation, de bonne pratique, de sécurité des soins dans un cadre défini.
Deuxième élément que vous allez amener à la coordination, quand vous aurez balisé ces éléments de référentiel, ces éléments de certification, ben, c'est normal que quand vous avez des compétences, vous puissiez les exprimer dans le cadre de la coordination en responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez comme médecin? Moi, quand je reçois le compte rendu excessivement détaillé et fouillé de mes collègues orthophonistes, psychomotriciens ou autres, je suis. Quand mes collègues infirmiers font les évaluations gériatriques complètes, globales et standardisées, je suis. Enfin, c'est normal. Sinon, il n'y a pas de confiance. Donc, c'est important, la confiance. Mais ça ne se décrète pas. Ça veut dire qu'il faut obéir à des procédures. Et puis, il y a un élément qui vous manque. Je l'ai entendu ce matin. Alors, je ne rentrerai pas dans les débats. Étant délégué général données de santé au numérique, donc c'est un sujet que je commence à connaître parfaitement. Si vous n'avez pas la transcription de la donnée dans un outil sécurisé qui permet l'échange entre professionnels, vous n'aurez rien. La coordination, c'est la traçabilité de la donnée, l'utilisation pertinente et efficiente à un moment donné par l'équipe qui a une stratégie autour d'un patient et de son parcours pour ne pas amener de perte de chance et pour que surtout il n'y ait pas à un moment donné la mise en défaut d'un praticien. Parce que des éléments que vous connaissez peut-être pas complètement, c'est la responsabilité médico-légale. Aujourd'hui, président de l'ordre départemental que j'ai été et que je viens d'arrêter, ça tape très dur. Je peux vous dire que sur les médecins, ça tape très dur. Et vous savez que la transmission de la responsabilité disciplinaire, c'est une transmission d'office. Donc même s'il n'y a pas faute, vous irez au jugement disciplinaire. Dans la vie d'un professionnel, et je crois que notre ami Alexis il en parlera, dans les souffrances d'un soignant ou des problématiques, d'avoir eu à vivre ça, sans faute, c'est assez troublant. Mais c'est une évolution dans la société. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à coordonner, il n'y a pas de problème à dire on peut le faire en confiance. Je ne sais pas s'il faut déléguer. Moi, je ne délègue rien. Enfin, on fait confiance. On fait confiance parce que vous avez des compétences que vous exprimez. Ben, on ne va pas aller dans le champ des compétences. C'est vos compétences, vous pouvez les exprimer. Par contre, si elles ne sont pas transcrites, si elles ne sont pas analysées, si elles ne sont pas expliquées aux patients, c'est un acte isolé, et donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas du tout dans la coordination. Donc tout ça pour vous dire que nous, on sera vigilants que le politique, dans son actualité à excessivement court terme, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les termes sont assez réservés, on va dire, ne pense pas que des solutions à grand bruit de communication dans les réseaux sociaux ou autres sera une solution, parce qu'à l'arrivée, il y aura quoi? Il y aura des morts, il y aura des pertes de chance. Je vous rassure, on saura les rappeler avec force, et j'ai pas l'impression que le Conseil national de l'ordre des médecins ne sera pas au rendez-vous de ces manquements-là. Voilà, ça sera très clair. Ça sera très clair. Par contre, la coordination, le respect des compétences de chacun, ça, j'en suis intimement persuadé. J'ai l'impression de le vivre au quotidien, mais Pascal va nous donner un éclairage des plus brillants. Voilà. Donc voilà les quelques mots, et puis s'il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore tous mes remerciements à Eric et à Guillaume, je suis désolé. C'est l'Occitanie, ça. C'est l'Occitanie, excusez-moi. Voilà. De cette invitation, et encore, François est désolé de ne pas avoir pu être là. Merci. Merci, professeur, pour vos propos. On a eu une ministre qui n'avait pas sa langue dans sa poche. On a un médecin occitan qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses. Ce n'est pas votre habitude, mais vous avez rappelé que c'était en effet une problématique pour tous, que vous êtes le médecin et le coordinateur des soins, et qu'il faut expliquer tout cela aux patients, et rappeler aussi que vous avez la responsabilité médico-légale. Docteur Pascal Gendry, je me tourne désormais vers vous en tant que président d'Avec Santé, la fédération française des maisons et pôles de santé. Presque au cœur de notre débat. Pouvez-vous nous rappeler le rôle des maisons de santé dans le déploiement de l'exercice coordonné? Quels sont actuellement les enjeux de ces structures? Comment permettre au modèle des maisons de santé de répondre toujours mieux aux besoins des professionnels et patients sur tous les territoires? Puis moi, je rajoute une question qui me vient à l'esprit depuis que je vous entends depuis ce matin. Ce serait quoi le nombre idéal de maisons de santé en France? Ben ça, on attaque fort, là.
Alors, le nombre de maisons de santé, je sais pas. Il y a pas très longtemps, on a publié avec France Assos un manifeste où on disait que chaque Français doit pouvoir avoir accès à une équipe coordonnée partout où il se trouve, une équipe coordonnée, une équipe de soins primaires structurée. Les maisons de santé sont une modalité d'exercice coordonné, ne sont pas la seule modalité d'exercice coordonné, il y en a d'autres, mais c'est peut-être la plus aboutie et en tout cas la plus structurée au niveau de la notion de pluriprofessionnalité, d'équipe, et puis la plus aboutie aussi au niveau des systèmes de rémunération. Alors, il y a un super article ce matin dans le concours Pluripro qui nous dit combien il y a de podologues dans les maisons de santé, et on voit que les podologues sont nombreux dans les maisons de santé. Il y en a, alors, sur des chiffres de la CNAM du 1er janvier 2023, alors ils sont peut-être pas tout à fait actualisés, mais sur les 2000 maisons de santé qui étaient labellisées à cette époque, il y avait 1384 podologues. L'objectif étant en 2027 d'avoir 4000 maisons de santé, je vous laisse multiplier. Il y aura bientôt beaucoup plus de podologues dans les maisons de santé à venir. Les maisons de santé, actuellement, c'est 40 000 professionnels de santé de soins primaires qui exercent, et c'est à peu près 12 à 15 millions de Français qui sont soignés chaque année dans ces structures. 12 à 15 millions selon la police ou les manifestants. Et selon que c'est des chiffres avec santé ou pas. Non, c'est pas vrai ça. Alors, pourquoi la maison de santé ? En fait, comme l'a dit Stéphane, c'est aussi parce que les besoins de la société ont changé et les besoins des professionnels ont changé. L'exercice isolé, alors il y a un président de la République qui a dit que l'exercice isolé, ça devait être marginal et de plus en plus marginal. Et effectivement, la société demande à ce que... l'accès à un médecin traitant, mais l'accès à des soins et maintenant l'accès à des soins structurés, organisés, des soins de qualité. Oui, il ne faut pas qu'on baisse le niveau de qualité, c'est un attendu des usagers. Et si l'accès n'est pas forcément 100% directement par le médecin traitant, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir accès à une réponse qui soit de qualité, faite par le bon professionnel au bon endroit, au bon moment. Et quelque part, les maisons de santé, c'est une équipe qui va répondre à ces besoins de santé sur un territoire, sur un quartier, sur une zone rurale, sur un espace, l'espace du possible pour des professionnels de santé qui portent un projet de santé commun. Et ça, c'est quelque chose d'assez innovant. Depuis 15 ans que les maisons de santé existent, c'est des professionnels, j'ai pas dit des médecins, puisqu'en fait... La maison de santé type, c'est 15 à 20 professionnels, c'est 5 médecins, c'est 4-5 infirmières, c'est 1 ou 2 podologues, c'est 2 kinés. C'est aussi une sage-femme, pharmacien aussi, oui, parce que les pharmaciens, ils sont aussi dans la maison de santé. Et on a l'image d'Épinal de mur, la maison de santé, alors on l'appelle maison. Mais en fait, il y en a à peu près autant qui sont monosites que multisites. Et donc, du coup, c'est vraiment des équipes, des gens qui partagent un projet collectif. Ça, c'est la base, c'est l'ADN de la maison de santé. C'est pas un regroupement monoprofessionnel. Et quelque part aussi, c'est un regroupement qui, dans ses bases juridiques, la SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, place les différents professionnels dans une équité pour gérer une structure commune et un projet commun. Ça, c'est important aussi parce que... la SISA, l'espace des médecins. Non, la SISA, c'est l'espace des professionnels qui intègrent une structure et un avenir partagé. Un destin partagé. Juridiquement. En prenant des responsabilités aussi juridiques et en assumant des risques de manière collective. Alors, ça répond aussi à des attentes de professionnels. On sait que l'exercice isolé, c'est complexe. Comme les situations sont de plus en plus complexes, c'est encore plus complexe d'être tout seul. Et le fait d'être en équipe, d'être en pluriprofessionnalité, apporte ce regard, ce partage de compétences de manière
obligatoire. Vous partagez peut-être un projet de santé, vous partagez des actions, vous partagez un système d'information, vous partagez une machine à café, et ça c'est aussi important. Vous partagez surtout des patients avec leurs problématiques simples ou complexes. Et donc du coup, avec une augmentation de la complexité des situations, une augmentation de la précarité des usagers, une augmentation du vieillissement de la population, forcément, la problématique de l'isolement, elle est réelle. Et le fait d'être en collectif permet justement de confronter, d'aborder des situations de manière différente. Ça permet aussi, et ça c'est important dans une période de pénurie de certains professionnels, de voir plus de patients. Si vous avez 4 médecins qui sont tout seuls et 4 médecins qui sont en maison de santé, il y a entre 10 et 15% de patients qui sont vus en plus. Donc ça, c'est des chiffres. Le nombre de patientèles absorbées, entre guillemets, est plus important. Et naturellement, pourquoi ? Parce qu'il y a une rationalisation et un partage de compétences. Donc en fait, ça permet aussi d'aller sur des champs qui ne sont pas forcément que des champs du soin, du curatif. Et notamment de réfléchir dans des approches beaucoup plus intégrées, beaucoup plus préventives. Et là, la pluripro est extrêmement important parce que la coordination, elle se fait naturellement et beaucoup plus en amont. Et une coordination autour de situations, j'ai envie de dire, du début de pathologie chronique, par exemple. La mise en place de protocoles de surveillance du diabétique par une équipe, ça va imposer, systématiser le recours. Alors oui, au cardiologue chaque année, à l'ophtalmo chaque année, mais aussi au podologue chaque année pour faire l'évaluation chaque année à minima. Et puis après, en fonction de l'évolution de la pathologie, c'est dans la standardisation de la prise en charge. Et donc du coup, à partir du moment où on est dans cette standardisation de prise en charge, on peut avoir des files actives des files actives communes et des files actives de patients beaucoup plus importants. Un des grands axes aussi, c'est donc, j'ai dit, l'équipe, mais alors une vraie équipe, c'est-à-dire, comme tu le disais, où chacun a son rôle, avec des responsabilités qui sont propres à chacun. Oui, il y en a qui ont plus une fonction de coordination que d'autres, mais les compétences du podologue, c'est pas les compétences de l'infirmière et c'est pas la compétence du médecin. Par contre, l'addition de 3 compétences, ça permet naturellement d'aller beaucoup plus loin dans la prise en charge de ces patients. Forcément, la coordination, je parlais de la machine à café, mais les systèmes d'information en maison de santé sont forcément partagés. Ça ne veut pas dire que il y a beaucoup de critiques sur les systèmes d'information en maison de santé. Oui, le système de facturation n'est pas gégène pour toutes les professions. Mais avoir un outil commun, et pas forcément que le DMP, le dossier médical partagé, c'est aussi la possibilité de s'échanger en temps direct des avis, d'avoir une concertation sur des sujets, mais en direct live, quoi, en fait. Et ça, c'est aussi un gain de temps. Tu peux me voir ce patient-là, il n'arrête pas de se casser la figure, est-ce que tu peux me voir s'il n'a pas des troubles de l'équilibre ou un problème de chaussage et ça, c'est vraiment du direct. On n'est pas besoin de passer par Doctolib pour avoir le rendez-vous, quoi, en fait. On est aussi dans de la complémentarité. La complémentarité, et tous les patients ne passent pas en RCP dans les maisons de santé. Les gens dans les maisons de santé ne passent pas leur temps en réunion de coordination. Mais par des actions complémentaires, y compris des actions de prévention complémentaires, on gagne du temps et de l'efficience. La problématique de l'accès direct, bah oui, l'accès direct en maison de santé, c'est vachement facile. Et ça va de soi parce qu'on en cause entre nous. Et c'est pas parce qu'on partage simplement des murs. Ça va de soi. On a cette relation de confiance. Et quelque part, l'accès direct, si c'est sécurisé, si le recours au bon professionnel en cas de non-adéquation sur cet accès direct est possible, facilité, bah là on a toute la puissance de l'accès direct. Et dans les maisons de santé, savoir qui vaccine, savoir qui est en premier lieu, est-ce que c'est l'IPA ou le podologue pour un ongle incarné, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que l'ongle incarné il est soigné.
et est-ce qu'il est pris en charge, et est-ce qu'il ne va pas altérer une autre problématique. Et ça, c'est important parce que c'est l'attendu des usagers, c'est la réponse immédiate. Tout ça dans un esprit de préservation de la qualité. Un des points aussi, c'est d'innover, y compris sur la rémunération, parce qu'on est des professionnels libéraux et le modèle économique est important. Mais le fait d'être en équipe permet aussi de dépasser, parfois le paiement à l'acte qui nous coince dans plein de choses, et notamment dans les actes de prévention. Et la dérogation possible, on l'a vu, l'appétence des maisons de santé dans les articles 51, pour déroger à des pratiques, c'est aussi ça, la capacité d'une équipe à innover dans le respect de la déontologie et des compétences de chacun, mais parce qu'on est une équipe, on peut réfléchir à des modalités de prise en charge différentes, y compris à des financements différents. Donc je rappelle quand même que c'est une attente forte des usagers, l'accès aux soins. Presque un podologue qui reçoit un patient dans une maison de santé, c'est implicite que l'articulation avec le médecin est faite, mais aussi avec un autre membre de l'équipe. Et il y a un attendu fort de la part des usagers pour à partir du moment où on est dans cette équipe, ma situation, elle est importante, et forcément, vous en avez parlé avec votre confrère, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais au moins, la structure permet d'avoir cet échange très rapidement. Et j'aurais juste peut-être une proposition à faire. J'ai entendu parler de protocoles locaux faits par certaines équipes. Eh bien, chiche, ensemble avec l'ordre des podologues, pourquoi pas diffuser ces protocoles locaux au niveau national et faciliter leur diffusion. Et c'est cette proposition-là qu'on pourrait déjà mettre à l'issue de cette journée. Merci, docteur. Je vois que Eric acquiesce à votre proposition. Merci pour la pédagogie extrêmement claire. Moi, j'avais envie de dire, les maisons de santé, ça a l'air d'être tout simplement le bon sens près de chez soi. C'est simplement de mettre les gens ensemble pour être... seul, on avance un peu. Ensemble, on avance beaucoup plus loin. J'ai noté que vous avez inventé un acronyme, le BEBM, à noter pour l'avenir. Hein. Les bons professionnels au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est à noter aujourd'hui. Ça a été redit ce matin et je pense que la maison de santé permet de le porter. Et cette histoire de l'accès direct facilite et cette relation de confiance avec les patients. Je pense qu'il faudra utiliser cela pour communiquer vers les parlementaires. Vous avez fait la meilleure pédagogie que j'ai entendue sur les maisons de santé. Merci de votre présence. Je vais désormais m'adresser à monsieur Alexis Bataille-Ambert. Vous êtes infirmier, rapporteur de la mission ministérielle sur la santé des professionnels de santé. Pouvez-vous nous préciser les relations existantes entre l'exercice coordonné et la préservation de la santé de nos soignants? Merci beaucoup, merci à l'Ordre des pédicures podologues pour cette invitation. Alors effectivement, je suis rapporteur de la mission ministérielle aux côtés de Philippe de Normandie, qui est médecin, Marie-Chrétien Guilluy, qui est elle-même médecin, et puis donc j'étais le paramédical de la bande, puisque moi je suis infirmier, ancien aide-soignant, avec un passé militaire pour l'essentiel de ma carrière soignante. Cette mission, elle a déjà quelques années maintenant derrière elle, puisqu'on a remis nos recommandations en octobre 2023 à Agnès Firmin-Lebaudot, qui interviendra juste après, avec... pour leitmotiv de se dire qu'un professionnel de santé qui va bien, c'est forcément un professionnel, a priori, qui soigne bien. Et sur ce sujet, pour les professionnels de santé qui exercent en établissement, la problématique se pose, mais se pose un peu moins que pour celles et ceux qui exercent... vous l'avez dit, en ville, celles et ceux qui exercent en libéral. Et ce sujet, finalement, quel sujet? La santé des professionnels de santé. C'est un sujet sanitaire, mais j'irais même beaucoup plus loin, c'est un sujet de société. Parce que si on veut penser notre système de santé à l'avenir, on doit déjà imaginer comment on prend en soin ceux qui prennent soin aujourd'hui et ceux qui, a priori, prendront soin de nous demain. Et ce soin de demain, on voit qu'il peut rapidement être mis en difficulté. On le voit à l'occasion de crises comme Mayotte, on le voit à l'occasion de la crise pandémique. On a quand même une base, un socle de ressources humaines en l'État, qui est fragile parce que la succession des crises, les difficultés rencontrées sur le terrain, la charge de travail, la charge émotionnelle sont des facteurs de vulnérabilité supplémentaires qui distinguent la catégorie, la population. Tout à l'heure, Rodolphe va évoquer le sujet de la responsabilité populationnelle.
professionnels, mais les professionnels de santé sont une population à part entière de la population générale, qui rencontre des problèmes de la population générale, mais qui rencontrent des facteurs de vulnérabilité supplémentaires qui font peser sur eux des risques extrêmement graves. Je pense à une revue de littérature qui a été publiée par nos amis espagnols et qui démontre que les professionnels de santé sont soumis à un syndrome métabolique plus important, c'est-à-dire à du foie gras, en gros, plus important que la population générale, puisque d'abord, il y a des raisons socioculturelles. On est face à des catégories socio-professionnelles qui, pour les raisons et les mêmes raisons que la population générale, ne bénéficient pas du même niveau d'éducation à la santé, ne bénéficient pas du même niveau de littératie en santé. Et on le voit dans nos formations initiales, on ne nous forme pas aujourd'hui à prendre soin de nous-mêmes pour mieux prendre soin des autres. Et pour moi, qui viens des armées, quelque chose qui m'a choqué immédiatement lorsque on s'est occupé de cette mission, c'est de ne pas considérer que le corps et l'esprit du soignant sont ses premiers outils de soins, alors que dans les armées, on le dit en permanence, mais le corps et l'esprit du militaire sont ses premières armes pour aller sur le terrain. Et un militaire qui a mal au dos, un militaire qui pleure, ne prendra ni son sac, ni son arme, alors qu'un professionnel de santé qui pleure dans son cabinet ou au vestiaire, ça n'empêche pas de prendre son poste. Donc aujourd'hui, on doit considérer ce sujet comme étant d'importance prioritaire, parce que, quoi qu'il en soit, quelles que soient les évolutions, notre système de santé devra disposer de professionnels de santé qui soient d'abord en pleine capacité, on l'a dit tout à l'heure, d'abord en compétences, mais aussi en capacité physique et psychique. Alors cette année, en 2025, on est à l'aune d'une grande cause nationale qui est celle de la santé mentale. Évidemment, c'est un sujet qui est prioritaire lorsqu'on parle du sujet de la santé des professionnels de santé et du social, j'insiste également sur eux, puisque ce sont aussi des grands oubliés quand on évoque les soignants, parce que dans l'esprit général et la caricature sociétale, c'est l'infirmière et le médecin, alors qu'il n'y a pas que l'infirmière et le médecin, je le dis en tant qu'infirmier, il n'y a pas que l'infirmière et le médecin, il y a tout un ensemble de professionnels qui soient de santé, administratifs, managers ou opérationnels sur le terrain, et je pense même aux agents de blanchisserie en EHPAD, aux agents administratifs, aux comptables, etc. Ce sont des gens qui ont une charge de travail supplémentaire, une charge spécifique dans leurs activités qui sont à prendre en compte. La santé mentale en priorité, évidemment, pour au moins deux raisons. Et je ferai le lien avec l'exercice coordonné, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est démontré par les littératures, alors pas la littérature française, parce qu'on est pour l'instant assez pudique sur le sujet, parce qu'on a une vision en France et même à l'échelle européenne, c'est ce qu'on avait pointé du doigt dans le cadre de notre revue européenne et internationale, c'est qu'on considère à tort, aujourd'hui, que les professionnels sont des surfemmes ou des surhommes. Donc, un professionnel de santé ne peut pas avoir de problème de santé, puisqu'il est au-dessus du groupe, au-dessus de la norme, et que son savoir professionnel, qui plus est, lui donne tous les outils pour prendre soin de lui-même, pour savoir quels médicaments se prescrire, je pense aux médecins, quels professionnels aller voir. Alors, force est de constater que c'est totalement faux. Et quand on voit sur certains sujets, et je ferai le focus sur le sujet de la santé des femmes, puisque la plupart des soignants sont des soignantes. Quand on voit le faible taux de dépistage de cancer du sein chez les professionnels de santé, quand on voit les difficultés de parcours de soins gynécologiques et obstétriques pour les professionnels de santé, quand on voit le niveau d'obésité chez les professionnels de santé, force est de constater que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et bien en l'état, les professionnels de santé sont les plus mal soignés. Ce matin, vous avez parlé d'un sujet qui est celui de la prévention, et je conclurai là-dessus avant de parler de l'exercice coordonné. Le sujet de la prévention, on ne sait pas vraiment encore comment le boutiquer, on ne sait pas par quel bout le prendre dans notre système de santé. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. D'autres pays essayent de le mettre en place avec aussi plus ou moins de succès. Mais une chose est certaine, c'est que celles et ceux qui font système de santé sont les professionnels de santé. Et en particulier, les professionnels de santé libéraux ou qui exercent dans le cadre d'un exercice coordonné qui sont plus proches de la population. Un professionnel de santé qui n'est pas lui-même convaincu par un message de prévention, autrement dit, qui fume, qui boit, qui mange mal, qui ne
fait pas de sport, qui considère en fait que ces problèmes, qui n'est pas vacciné, qui considère à tort, ou en tout cas pour de mauvaises raisons, que ce sujet ne le concerne pas. On a pointé du doigt dans le cadre de la consultation nationale que l'on a menée auprès de 50 000 professionnels que sur le sujet des addictions, on levait un énorme tabou. Beaucoup de soignants, on ne va pas faire de généralité, mais en tout cas de la majeure partie de notre panel interrogé, consommer de l'alcool de manière disproportionnée, fumer sans y voir de problème particulier sur sa propre santé, et parce qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin, la consommation d'anxiolytiques était disproportionnée elle-même chez les professionnels de santé. Donc si l'on veut avoir une politique publique de santé en matière de prévention qui soit efficiente, qui soit efficace, si les premiers acteurs de cette politique publique de santé ne sont pas eux-mêmes convaincus de l'utilité de ce support, eh bien déjà de base, on coupe un peu la capacité, la facilité avec laquelle on peut passer de bons messages. Et c'est pas une conviction personnelle, hein, c'est une nouvelle fois la recherche, et ce sont les amis britanniques et les amis canadiens qui l'ont démontré. Pour des messages de promotion et de prévention de la santé, si le professionnel de santé n'est pas lui-même convaincu, eh bien le message n'est pas efficace, tout simplement. D'où ce sujet de l'exercice coordonné. Tout à l'heure, on a parlé de l'isolement des professionnels. L'exercice coordonné a quand même été un moyen supplémentaire pour rompre cet isolement des professionnels, et on sait que l'exercice en ville est assez difficile pour au moins cette raison-là, et l'exercice coordonné c'est aussi un bon moyen, au moins pour 3 raisons, de défendre et de promouvoir la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail, et donc in fine la santé des professionnels. D'abord parce qu'on mutualise des moyens, et je pense à une CPTS dans le nord de la France qui a seulement mis en commun ses moyens pour s'offrir les services type CSE. C'est un moyen d'échanger entre pairs. Je pense à une CPTS qui est adhérente à une association qui promeut la santé des professionnels de santé et qui bénéficie donc des services de cette association, mais qui en même temps a défini dans son organisation au moins une séquence obligatoire d'échanges plutôt informels, mais d'échanges entre pairs, pour dépassionner des situations, pour décomplexifier des parcours de soins, et puis également pour se confier, parce que sur ce sujet, le seul fait d'en parler, c'est déjà un moyen de se soigner. Le seul fait d'échanger entre professionnels, c'est aussi un moyen de se sentir écouté. Et quand on parle de santé mentale, l'écoute, on le sait, est l'un des premiers médicaments qui ne coûte rien, mais qui prend du temps. Et ce temps-là est quand même utile à prendre, surtout lorsque l'on exerce en ville, dans des conditions parfois plus complexes que les exercices en établissement. Et puis enfin, le dernier point, c'est la vision intégrative. La vision intégrative, vous l'avez dit, les parcours de soins sont beaucoup plus fluides parce qu'il y a différents professionnels, parce qu'il y a différentes disciplines. Et sur ce sujet, je pense que l'enjeu à venir de l'exercice coordonné, eh bien, ça sera d'ouvrir aussi cette capacité de mutualiser des moyens, d'avoir une vision intégrative, de croiser les expertises professionnelles à destination justement des autres professionnels de santé. Parce que aujourd'hui, et c'est un peu notre culture qui veut ça, nous professionnels, on travaille pour les autres et on a quand même assez peu tendance à se regarder soi-même. Et aujourd'hui, les CPTS, elles travaillent pour les patients une nouvelle fois sur les territoires. L'exercice coordonné se fait pour les patients, mais on se regarde assez peu nous-mêmes. Peut-être qu'à terme, sur les territoires, on pourra avoir, il y a quelques projets qui se dessinent, je pense à des maisons de santé qui sont en train de réfléchir à ce modèle organisationnel de maisons de santé destinées aux professionnels de santé en complément de ce qui se fait aujourd'hui dans des établissements, dans des centres hospitaliers universitaires, mais pas seulement. Les ordres auront un rôle important à jouer sur ce sujet, notamment avec la valence d'entraide, qui fait partie des valeurs socles d'un ordre professionnel, pour porter, promouvoir ce genre de projet sur les territoires, qui auront aussi un écho, et je conclurai là-dessus, sur la future certification périodique des professionnels, ou notamment sur le module 4, prendre soin de soi sera une obligation, mais j'ai un peu de difficulté à imaginer que prendre soin de soi, on doit l'entrevoir comme une obligation et un peu sous le format de la coercition. Donc on évitera de se faire taper sur les doigts pour prendre soin de nous-mêmes et vraiment s'engager collectivement à, une bonne fois pour toutes, aller voir un médecin de bonne volonté et s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Merci à vous.
Merci à Alexis pour votre témoignage, j'ai presque envie de dire poignant, en rappelant ce qui pourrait paraître évident mais qui ne l'est pas, parce que un professionnel de santé qui va bien soigne bien, et que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et on voit bien qu'avec aujourd'hui l'exercice coordonné, finalement, si on est seul et qu'on exerce dans son coin, alors que si on est nombreux à être tous ensemble sur site ou hors site, d'abord il y a sans aucun doute une auto-émulation, un autocontrôle qui se fait de fait s'organiser, parce qu'on se croise et les gens sont bienveillants à l'égard de ceux avec qui on travaille tous les matins pour dire est-ce que tu es sûr que tu vas bien ce matin. C'est plus facile à plusieurs que seul. Et en même temps, vous avez rappelé l'importance de cette vision intégrative des exercices coordonnés. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Rodolphe Soulier, vous êtes responsable du pôle ressources humaines hospitalières à la Fédération hospitalière de France et représentez ainsi les établissements publics en santé. En ce sens, quelle est la vision de la FHF sur la question du lien ville-hôpital? De même, la FHF est très engagée sur le sujet de la responsabilité populationnelle. Pouvez-vous nous en dire en quoi et comment cette démarche est une solution efficace pour renforcer la coordination entre tous les acteurs d'un bassin de vie au bénéfice de ses habitants? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vous savez à quel point la FHF tient à être présente auprès de l'ensemble des acteurs de santé et notamment des ordres. Et c'est un peu, je pense, le thème de la journée et en tout cas de cette table ronde que l'approche collective de l'ensemble des sujets. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a plaisir à intervenir dans ce type d'approche. Alors la question de la ville, la question ville-hôpital, qui est presque un sigle aujourd'hui, ville-hôpital, c'est un peu global. La FHF l'inscrit dans une logique aussi large que possible et d'ailleurs de plus en plus large, c'est-à-dire concrètement la structuration de notre système de santé. On en est globalement là aujourd'hui et on en est là d'ailleurs dans un cadre qui se renforce au regard des défis qui s'annoncent à nous. Vous savez peut-être, mais je le redis, alors maintenant je vais plus pouvoir dire elle a eu cette année 100 ans, la FHF, elle a eu l'an dernier 100 ans, elle va bientôt fêter ses 101 ans. On va peut-être pas le faire tous les ans, mais en tout cas, c'était surtout l'occasion l'an dernier, à l'occasion de Santé Expo, de faire paraître un livre blanc complet que l'on a construit de manière pluridisciplinaire en essayant d'associer des regards très différents, pas que des regards d'établissements publics. Je fais une petite incise, la FHF effectivement représente tous les établissements publics de santé et médico-sociaux, on dit tiens, parce qu'ils sont nombreux, ils sont importants aussi dans les parcours et dans les maillages territoriaux. Et donc l'enjeu de construire ce livre blanc qu'on a appelé « Agir maintenant pour bâtir la santé de demain », c'était pour se projeter de la manière la plus complète possible sur les besoins et la manière dont il faut faire évoluer nos manières de travailler ensemble, établissements, villes, professionnels entre eux, y compris professionnels entre eux au sein des établissements, pour avancer vers ce qui nous semble le plus pertinent. Donc il est évidemment consultable si vous le souhaitez sur le site de la FHF. Je ferme avec la partie autopromotion. Alors l'idée dans l'histoire, c'est de se dire que le regard qu'on va porter sur le lien entre la ville, on va dire de manière générale l'extra-hospitalier et l'hospitalier, si on veut le prendre de la manière la plus large possible, elle part de considérations qui sont certes partagées et connues, mais qui sont importantes de rappeler de manière à pouvoir complètement l'intégrer dans une approche cohérente. En mars dernier, et normalement on refera la même chose cette année, on avait eu l'occasion de publier une démarche un peu originale qui était un baromètre réalisé avec le concours de France Info et d'Ipsos, centré sur l'accès aux soins en tant que tel, et qui me montrait que l'on est dans une situation aujourd'hui, alors issue de la séquence Covid, mais pas seulement, de problématiques de sous-recours aux soins qui est globalement massive, et qui demeure importante. Alors je ne vais pas vous égrener les chiffres, mais le plus marquant, c'était peut-être le fait que le baromètre montrait que 63% des Français avaient renoncé à au moins un acte de soin au cours des 5 dernières années. C'est quand même relativement parlant et ça dit quelque chose de la manière dont on doit, pour le coup, travailler sur l'accès, qui n'est pas du coup qu'un sujet hospitalier, mais qui est un sujet qui nous concerne tous. On avait eu l'occasion de le faire valoir comme une forme de dette de santé publique, avec notamment un certain nombre de prises en charge et de rattrapage de prises en charge qui nécessitaient encore d'être rattrapées.
et qui ne pouvait que s'accroître sans modifier l'organisation générale, puisque, avec des sujets qui ont déjà été évoqués par les intervenants précédents, évidemment le vieillissement, évidemment l'explosion des maladies chroniques, on ne pouvait de toute façon que continuer à alourdir cette dimension-là. En conséquence, l'approche que l'on essaye de promouvoir, et en la résumant, parce qu'évidemment je ne vais pas résumer l'ensemble du livre blanc, elle est assise, on va dire, sur deux grandes notions. Une première qui est celle de la prévention, vous en avez largement parlé ce matin, donc je ne vais pas y revenir en tant que telle, mais elle nous permet de faire le lien en partie avec la responsabilité populationnelle. Et puis la notion de la pertinence des soins ou des actes, comme vous préférez l'évoquer, c'est-à-dire aussi un lien à faire avec la responsabilité populationnelle, c'est-à-dire s'assurer que quand on a des forces limitées, tout ce que l'on produit comme acte de soins, au sens très large du terme, soit utile et soit pas réalisé en doublon ou pas au bon moment ou pas de manière complètement efficace. Il y a des enjeux très forts derrière que l'on peut retrouver, que ce soit en termes d'hospitalisation évitable, que ce soit on sort, façon de parler, mais on est en plus ou moins en phase de sortie de la séquence épidémique hivernale qui pourtant est une habitude. Donc on a reparlé, comme souvent, du sujet des passages aux urgences. Ça fait partie des enjeux en tant que tels. Et puis on peut même aller sur d'autres sujets qui sont des sujets de premier plan pour la FHF, notamment la prévention, ce qui amène à la partie préventive, notamment sur un certain nombre de pathologies qui doivent pouvoir être évitées. On considère que classiquement que à peu près 40% des cancers pourraient être évités si on avait de manière générale un peu plus d'incitation à un mode de vie le permettant et s'ils étaient dépistés suffisamment tôt. Donc globalement, on a des enjeux qui sont importants. Et par voie de conséquence, que l'on porte, et c'est comme ça qu'on l'avait appelé au cours de l'année 2024, c'est l'idée d'une forme d'éthique de responsabilité partagée, c'est-à-dire considérant que tous les acteurs de santé, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier, quel que soit leur territoire, quel que soit leur mode d'exercice, ont vocation à prendre part à cet effort-là et puis y prendre part notamment dans la mesure de ses moyens. Évidemment, et d'ores et déjà, chacun aura pu mesurer à quel point chaque profession y est importante et celle que vous représentez notamment. Une fois qu'on a dit ces éléments-là, évidemment, la question de la relation entre les différents acteurs et notamment avec l'extra-hospitalier, elle se pose en des termes qui sont à peu près clairs et qui rejoignent assez bien ce qu'ont dit les intervenants précédents. Alors, sur le sujet de l'exercice coordonné, et c'est pour ça que je vais plutôt parler de responsabilité populationnelle, il est vrai que dans l'absolu, si je m'en tenais à l'hôpital, on pourrait dire, comme le disait le professeur Ostric, en soi, ça fait partie de la vie quotidienne d'une équipe, et en même temps, d'un strict point de vue réglementaire, ça ne concerne pas l'hôpital. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Ce qui est important surtout, et c'est pour ça qu'on promeut cette notion de principe de responsabilité populationnelle, c'est d'essayer de traduire le constat qu'on a fait dans des approches territoriales d'ensemble. Alors, l'idée, c'est pas forcément de vous redécliner exactement tout ce que ça représente, parce que ça serait un peu long et ça pourrait justifier probablement un colloque à part entière. S'il faut résumer l'approche de la responsabilité populationnelle, c'est une approche qui est à la fois scientifique, contextualisée et pragmatique. Scientifique parce qu'on part de l'idée de se centrer sur des typologies de patients. Pas au sens des typologies d'actes ou des typologies de prise en charge, plutôt des populations de patients, type de population en particulier. Que l'on part d'une approche qui est centrée sur les connaissances scientifiques, puisque c'est centré sur l'état de l'art, sur ce dont a besoin une catégorie de patients en fonction de la pathologie correspondante. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure, nos deux pathologies d'entrée dans l'expérimentation, c'est le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Bon, donc on est sur le volume général. On a au sein de ces populations de patients plusieurs strates qui peuvent être construites en fonction des besoins de prise en charge. Et on associe, toujours à ce stade-là, avec l'ensemble des connaissances scientifiques et l'ensemble des regards experts, les besoins de prise en charge au long cours. Et pas simplement quand on arrive dans la strate la plus haute, qui va être celle de la phase la plus aiguë, donc sur l'ensemble de la prise en charge. Ce travail-là, il se fait pas forcément encore à l'échelle territoriale, il se fait de manière globale. Là où ensuite on le croise avec une approche territoriale, c'est qu'on va ensuite appliquer cet aspect-là
à la réalité de chacun des territoires, c'est-à-dire à la réalité de la population concernée sur chaque territoire et à la réalité des forces en présence, je vais le dire comme ça, de professionnels de santé qui existent sur chacun des territoires. Et l'enjeu derrière, c'est de mettre l'ensemble de ces acteurs ensemble, sur ce qu'Antoine Malone, qui est le spécialiste du sujet au sein de la FHF, appelle une coalition territoriale des acteurs de santé. Et l'idée derrière, c'est de faire en sorte que ce que l'on a construit comme besoin de prise en charge avec l'état de l'art, on le traduise dans chaque territoire de manière adaptée à la logique du territoire, en mobilisant l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire et en faisant en sorte que chacun, selon des logigrammes très, très précis, puisse intervenir au bon moment sur chacune des modalités de prise en charge. Si on le résume, pour la beauté de la formule, la logique, c'est le bon soin au bon moment, pour le bon patient, par le bon professionnel. Voilà. Dit comme ça, c'est facile. Ça marche, puisque on a effectivement 5 territoires pionniers. Historiquement, on en a depuis cette semaine, on a dépassé la dizaine désormais, puisque l'idée c'est de reproduire le modèle. À la base, il était inscrit dans un article 51, effectivement, et il visait justement à montrer d'une part que le modèle fonctionne, ce qu'il apporte. Alors, il apporte, c'est mesurable, les résultats qui sont observés. C'est mesurable, par exemple, en termes de qualité des soins. C'est mesurable en termes d'accès aux soins, puisqu'on se rend compte notamment que sur la population diabète de type 2, on touche plus de patients, c'est-à-dire des patients qu'on n'aurait pas repérés, ou qu'on n'avait pas encore repérés parce qu'ils n'étaient pas encore patients, mais qui étaient des populations à risque. Et puis on se rend compte aussi, parce que c'est d'actualité, que ça génère un coût moindre en termes de prise en charge, puisque on est 6 ou 7% en dessous du coût moyen de prise en charge par patient, ce qui évidemment permet une approche un petit peu plus large dans l'ensemble. Et là où on retombe sur les pieds de la coordination, c'est que finalement c'est une forme de coordination qui est à la fois a priori dans la construction de qui intervient où, comment, et de coordination en réel sur chaque territoire, puisque ça implique que chaque acteur du territoire se parle. Et puis peut-être un dernier point important sur cette dimension-là, c'est nécessairement une logique apprenante, puisque par définition, on déploie un modèle et puis on le fait vivre au fil de l'eau. Ce qui facilite la vie aujourd'hui, c'est que comme on a l'expérience des 5 territoires pilotes, on a vu que les 5 suivants, c'était beaucoup plus rapide à déployer, puisqu'on peut former les acteurs avant de s'y lancer, et puis ensuite, une fois qu'ils sont lancés, qu'ils ont les références, ça embarque. Peut-être un dernier clin d'œil, du coup. Un dernier. Un dernier, tout à fait. Mais c'est pour l'ordre. Je voudrais qu'on laisse la parole à la salle après Absolument. une dernière intervention. C'est de dire que d'une part, l'ordre, il y a 2 rôles à jouer, évidemment. En amont sur la manière de placer la juste intervention des professionnels représentés, et ensuite dans la déclinaison territoriale, puisque vous l'aurez compris, le relais territorial est essentiel pour que ça fonctionne. Merci à vous. On a compris cette approche sur la populationnelle, sur la responsabilité populationnelle, et cette approche en 3 axes. On a compris aussi que l'exercice coordonné ne vous concerne pas directement, mais quelque part l'idée que je m'en fais, c'est que c'est le quotidien à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur de la maison. J'imagine que ce n'est qu'un exercice coordonné permanent entre tous les acteurs, et avec plaisir de pouvoir redécouvrir votre baromètre annuel, puisque je crois que c'est très très important, notamment pour les élus nationaux, de montrer les évolutions des perceptions des sujets. Docteur Michael Benzaki, vous êtes sous-directeur de l'accès aux soins des premiers recours à la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Vous avez un rôle de coordinateur national des politiques publiques, notamment en matière de santé et d'accès aux soins. Je vous laisserai rebondir sur certaines interventions précédentes si vous le souhaitez. Et vous pourrez ensuite nous donner votre regard sur le rôle de la coordination des professionnels de santé comme composante à part entière du renforcement de l'accès aux soins. Vous avez 2 heures, c'est ça? Et tout ça en 6 minutes et 35 secondes. Merci beaucoup, merci de l'invitation, merci évidemment à l'ordre et à son président, merci d'inviter la DGOS sur cette table ronde très pluriprofessionnelle, parce qu'il n'y a que 3 médecins, et puis on est presque à la parité en plus, donc c'est parfait. Peut-être... bon.
J'avoue, c'était facile. C'était facile. J'ai perdu 1 minute, mais ça le valait bien. Peut-être un point, et j'en profite parce que évidemment on n'est pas enregistré et je ne vois pas de journaliste dans la salle. Puisque Stéphane Oustric, tu as dit au tout début, finalement les pouvoirs publics ont organisé la pénurie, etc. J'étais pas né, effectivement. Simplement, il faut se rappeler quand même, parce que j'ai ouvert des cours d'histoire, des livres d'histoire, et il faut rappeler que les pouvoirs publics n'étaient pas seuls. C'est-à-dire que quand la décision du numerus clausus a été prise, c'était les professionnels de santé en accord, évidemment, avec les pouvoirs publics. Chacun y voyait son intérêt. Donc ça s'est fait ensemble, d'accord ? On a parlé également des problèmes d'accès aux soins à domicile, notamment dans un contexte de vieillissement de la population. Aujourd'hui, on n'a quasiment que les infirmiers qui vont au domicile, principalement. C'était juste pour contrebalancer les applaudissements du début. C'est pas tout à fait vrai, mais quand vous avez 95% de l'activité des infirmiers qui sont au domicile, c'est quand même si évidemment les autres professionnels sont incités et y vont, c'est vrai qu'en termes de proportion, les infirmiers sont quand même un peu devant et il faut le promouvoir. Simplement sur la visite à domicile, pour revenir à ça, notamment des médecins, il faut juste se souvenir qu'il y a eu des accords entre les professionnels de santé, entre les médecins et l'assurance maladie, pour baisser le nombre de visites à domicile au début des années 2000. Juste pour dire que ça s'est fait ensemble. Ce qui veut dire que l'exercice coordonné, le fait aujourd'hui d'avoir un prisme différent, ça doit se faire évidemment ensemble. Et comme on a bien réussi, vous l'avez vu sur le numerus clausus et sur les visites à domicile, je pense qu'on peut bien réussir sur l'exercice coordonné. Et donc, j'aimerais quand même souligner le parcours fait depuis, notamment de 2018, depuis Ma Santé 2022, le discours du président de la République. Je veux dire, il faut que chacun mesure le chemin parcouru. C'est-à-dire que quand le président de la République dit, dans le cadre de Ma Santé 2022, alors on est allé au-delà de 2022, parce que c'est quand même une stratégie au moins à 10 ans, mais dit l'exercice isolé doit être minoritaire, ne doit plus être la règle. Derrière, il s'en est passé des choses. Effectivement, alors les MSP, il y avait des pôles de santé, il y a eu plein de choses qui ont été faites avant, ça s'est structuré. Mais il y a eu une accélération massive ces dernières années. Et ça se fait pas uniquement par l'administration centrale, ça se fait pas uniquement par le politique. Il y a une impulsion politique évidemment, mais ça se fait avant tout parce qu'il y a une rencontre entre une dynamique politique et une dynamique avec les besoins rencontrés sur le terrain par les professionnels de santé. Et donc là, on a eu cette dynamique et on est arrivé justement aujourd'hui avec cet objectif, parce qu'elle disait je ne sais pas combien il faut de MSP, mais effectivement on s'est fixé cet objectif de 4000 MSP. Et ça fait partie des stratégies, mais il n'y a pas que ça, on a les CPTS, etc. Essayer d'ouvrir le champ des possibles de l'exercice coordonné. Mais il faut se poser la question, à quoi ça sert ? Ça a été dit, et je trouve que ça a été très bien dit. On a des prismes très différents. Ça sert évidemment en termes d'accès aux soins. Je suis depuis le mois d'avril dernier au sein de la DGOS, il y a une sous-direction en charge de l'accès aux soins et du premier recours. Et donc l'exercice coordonné est une stratégie, est un élément majeur de la stratégie d'accès aux soins. C'est-à-dire à court terme, notamment dans le contexte de pénurie médicale, et pas que médicale, parce que l'OMS considère qu'on va manquer de 10 millions de soignants d'ici 2030 dans le monde. Donc en fait, ce n'est pas un problème franco-français, mais on a un sujet de démographie des professionnels de santé, notamment des médecins. Et donc on a un sujet d'accès aux soins, donc il y a des mesures urgentes qui ont été prises à prendre et qu'on doit continuer à faire vivre d'ici le creux 2030 avant que ça remonte un petit peu. Mais on a une stratégie de long terme de transformation de l'organisation des professionnels de santé. Et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'un claquement de doigts, en fait, vous allez vous regrouper, vous allez travailler ensemble, vous allez changer de locaux parce qu'en fait, les locaux, là, quand vous êtes tout seul dans un cabinet, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas accueillir un étudiant, vous ne pouvez pas accueillir un assistant médical, vous ne pouvez pas accueillir
un infirmier de pratique avancée ou ASALE. En fait, ça ne se change pas en l'espace de quelques années. Il faut que les professionnels s'emparent de ces sujets, qu'il y ait une prise de conscience et ensuite qu'on accompagne, les pouvoirs publics accompagnent avec des vecteurs juridiques, avec évidemment un peu d'argent, même si on en cherche beaucoup en ce moment. Donc tous ces éléments-là, ça prend du temps et on commence à avoir des résultats qui sont probants. Donc l'accès aux soins, extrêmement important. La qualité des soins, ça a été dit, et je trouve qu'on manque quand même d'études, mais ça c'est le côté médecin de santé publique qui parle, on manque d'études pour mettre en évidence justement que l'exercice coordonné est un facteur de qualité des soins. Ce n'est pas uniquement pour gagner du temps médical ou du temps soignant, mais également un vecteur de qualité des soins et notamment de qualité des parcours. Ça a été dit, je veux dire, notre système de santé est extrêmement complexe. Donc là on est tous dans la salle des sachants, donc on sait naviguer à peu près dans ce milieu-là, mais pour le reste de la population, enfin vous parlez de CPTS, de SS, de SP, de MSP, de CDS, ici, tout le monde s'y perd. Et donc il faut qu'on puisse, un des objectifs de l'exercice coordonné, c'est justement cette qualité des soins et cette qualité des parcours. Et ça a été dit également, on a un enjeu lié à la résilience de notre système de santé. On l'a vu pendant la période Covid. Et je dois effectivement rendre hommage aussi à la mobilisation, j'en profite, puisque j'étais à d'autres fonctions à ce moment-là, mais à la mobilisation des ordres et de l'ensemble des professionnels de santé dans cette période particulière. Et on a un enjeu de résilience aux crises épidémiques. Alors, il y a le Covid évidemment, mais on a la grippe. C'est-à-dire qu'on a de la chance, entre guillemets, les crises de grippe, ça arrive tous les ans. Donc on a le temps de se préparer, de se dire comment est-ce qu'on améliore les choses, comment on tire les conséquences de ces épisodes-là. Alors cette année, la grippe a été particulièrement virulente, mais heureusement qu'il y avait des restes de réflexes liés à la crise Covid, parce que les gens se sont organisés, se sont parlé sur les territoires et ont mis en place des systèmes justement de résilience. Et donc là, il faut qu'on arrive à avancer, je pense, en tout cas en perspective de l'hiver prochain ou également de l'été, puisque vous savez, il y a toujours des tensions l'été et l'hiver et ça tombe 2 fois par an. Et donc, il faut qu'on arrive à anticiper, se dire comment l'exercice coordonné, comment l'ensemble des structures d'exercice coordonné peuvent justement renforcer la résilience de notre système de santé. Et il y a plusieurs leviers, évidemment, sur l'exercice coordonné. On a parlé des structures d'exercice coordonné, on a parlé des CPTS. Je suis assez impressionné par le nombre de votre enquête, 44%. C'est très impressionnant. Alors je suppose que 44% c'est avec des implications variables des professionnels, que ce soit MSP ou CPTS, mais ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, pour regarder, on passer le seuil symbolique des 50% et qu'on aille un peu plus loin effectivement. Et d'ailleurs l'ordre, sous votre contrôle Monsieur le Président, s'était déjà engagé en 2022 avec un livret autour de l'exercice coordonné, justement pour promouvoir cette dynamique. Et donc, on a des enjeux majeurs en termes d'exercice coordonné, en termes d'accès aux soins, de qualité des soins, j'ai dit, en termes de résilience, et en termes de pertinence, ça a été dit, avec un double constat de la FHF. Je me permets de citer également, ou faire un petit peu de pub, mais effectivement, on a le sujet de la dette de soins ou des difficultés d'accès aux soins en post-Covid, mais on a aussi la redondance, et vous l'avez dit, des examens médicaux, et pas que médicaux. Et donc on a un effet couperet, finalement, qui s'auto-alimente et qui consomme de la ressource médicale, alors que c'est pas pertinent. Le pertinent, on l'entend souvent en disant, mais en fait, ils veulent faire des économies, etc. C'est pas complètement le sujet, un petit peu, mais pas complètement le sujet. Le sujet, c'est aussi de regarder la ressource en temps soignant et de voir ce qui est pertinent pour les patients. Et donc ça, c'est des éléments que je retiens aussi qui sont très importants, sur lesquels on travaille évidemment avec l'ensemble des acteurs, et notamment la FHF. Peut-être un dernier point, parce que je sens que je vais me faire taper... Mais merci de l'avoir évoqué. Voilà. Peut-être un dernier point, on ne peut pas non plus parler d'exercice coordonné ou de coordination, de complémentarité des différentes professions sans réinterroger à un moment donné l'évolution ou les périmètres des compétences.
Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels la DGOS est effectivement fortement mobilisée. Et avec l'ensemble des partenaires, il faut se réinterroger justement sur qu'est-ce qui est pertinent et comment les patients peuvent s'orienter dans ce système de soins. Et donc de réinterroger l'évolution des compétences, ça ne veut pas dire questionner la place du médecin en tant qu'acteur essentiel du système de santé. Ça veut dire simplement d'essayer de voir, et c'est exactement ce que disait aussi Stéphane avec la casquette ordinale, il faut qu'on arrive à revoir ce qui est, à consolider cette coordination avec le positionnement du médecin, mais il faut aussi se réinterroger sur, vous savez, on est engagé côté des GOS sur une refonte du métier infirmier, parce qu'on souhaite commencer par cette profession, mais l'idée c'est d'aller peut-être au-delà avec d'autres professions, mais de se réinterroger en profondeur sur les compétences et les liens entre les différents professionnels de santé. Donc il faut quand même qu'on avance sereinement, et je trouve qu'encore une fois ça a été fait de façon remarquable ces 7 dernières années, où on a pu avancer, on a pu lever les contraintes, pas forcément sur des positions un peu extrêmes, on a réussi à trouver cette ligne de crête qui nous permet d'avancer, et pour ça je tiens vraiment à remercier l'ensemble des acteurs. On a encore beaucoup de choses à faire, et ça donne espoir, parce qu'ensemble on peut le faire. Merci docteur. Je crois d'ailleurs qu'on a l'honneur de vous accueillir le 5 février à notre club prévention et santé. Merci d'avoir rappelé l'effort formidable qui a été fait des 44% aujourd'hui, qui est une très très belle trajectoire, et qui est de se donner peut-être 1 ou 2 ans pour arriver à 50%, et d'avoir rappelé que l'exercice coordonné, c'est un facteur de qualité des soins, et que l'essentiel c'est l'accès aux soins. Il nous reste 12 minutes pour un échange avec la salle. Si certains veulent rebondir sur ce qui a été dit, prenez 1 minute pour rapidement, oui. Laurent. Merci. Je voudrais simplement, remercier tous nos intervenants et recentrer aussi le débat vers notre profession, parce que j'aurais parlé d'une expérience qui m'est propre, mais qui est commune certainement et partagée par nombre d'entre vous ici présents, c'est le travail en équipe, et surtout rebondir sur ce que disait le professeur Oustrix sur le fait que le médecin reste au cœur du jeu. Et pour nous, l'exercice coordonné en tant que pédicure-podologue travaillant dans une EMSP par exemple, c'est endosser différents types de rôles, mais au sein d'une structure où le médecin est le chef d'orchestre. C'est des rôles qui peuvent être à la fois d'effecteurs de soins, mais aussi des rôles qui peuvent être liés à l'organisation du soin. Et ça, c'est important à dire. C'est-à-dire qu'un pédicure-podologue qui s'investit dans une EMSP, c'est un pédicure-podologue qui peut devenir leader. Il peut être leader, il peut avoir un caractère de leader. Il peut être coordinateur. Dans la salle, on a ici présent au moins 2 coordinateurs. Il peut être gérant de la CISA. Et à ce titre, il est actif dans l'émergence du projet de santé et dans le portage du projet de santé. Et puis, bien sûr, il a un rôle dans le parcours de santé du patient. Ça me rassure. Voilà. Alors, avec des missions qui sont clairement définies dans les MSP, puisqu'on a parlé de RCP qui sont des cas très particuliers, mais dans les protocoles pluripro qui n'ont rien à voir avec les protocoles locaux, c'est donc la prise en charge pluriprofessionnelle d'un patient au cours de son parcours. Et surtout, ce qui peut révolutionner la vie d'un pédicure-podologue qui, pendant 30 ans ou 25 ans, a été isolé, c'est l'accès à un système d'information partagé. Et d'un seul coup, ce système d'information partagé, qui est le réacteur d'une maison de santé, c'est un élément qui fait vivre vraiment notre profession qui, alors je parle pour moi, pendant très longtemps a été un travailleur isolé dans son coin et qui depuis une dizaine d'années est au cœur d'une équipe. Et travailler dans une équipe, c'est quelque chose qui est à la fois valorisant pour nous professionnels et qui est au bénéfice du patient. Je voudrais rebondir aussi sur une question. Mon président me dit de... Très bien, je vais donc... arrêtez là et complète tributaire s'il le faut. Quand le président ordonne. Hein. Bien, on va passer aux questions à la salle avec des réponses rapides pour pouvoir prendre 3-4 questions. Des questions courtes et des réponses rapides. Alors, question courte, ça va être difficile. Je vais essayer, promis. Donc, Karen Ramsey, je suis l'une des 2 seules journalistes de la salle.
Je voulais revenir justement sur ce propos du président qui disait en 2018 que l'exercice isolé devait être une aberration. On s'en souvient tous, deux d'entre vous l'ont cité. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu, comme vous l'avez dit, Monsieur Benzaki, il y a eu une accélération massive. Les fédérations sont quand même de plus en plus mobilisées. Les professionnels sont de plus en plus convaincus. Mais on reste encore aujourd'hui, malgré tout, un petit peu, je ne vais pas dire à la traîne, mais on a du mal encore à pousser cette machine et, à son plus fort potentiel. Qu'est-ce qui freine, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour accélérer cela, sachant notamment qu'il y a des choses qui se font, mais très 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 lentement. Je discutais avec le président de l'UNIPA tout à l'heure qui me disait par rapport au décret IPA, je crois que c'est 618, je ne sais plus où il est Emmanuel, je crois que c'est 618 jours qu'il a fallu attendre pour avoir le décret. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faudrait faire plus vite, beaucoup mieux, pousser, tenter, et puis voir ce que ça peut donner derrière? Merci de votre question. Non, mais si vous voulez me faire dire que l'administration va moins vite que les professionnels, c'est vrai. En revanche, la transformation du système de santé, tel qu'on l'a poussé, pensé avec les professionnels, pour ceux qui étaient là en 2017, on l'a travaillé. Tout ça, c'est pas issu pas que de campagne politique ou autre. Il y a eu un vrai travail de fond en 2017 pour essayer de voir comment on pouvait structurer. Mais ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on ne peut pas... parfois, on a tendance à dire, il y a un décret qui est sorti, il y a un arrêté qui est sorti, c'est bon, c'est réglé. En fait, la vraie vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour faire changer les organisations, faire en sorte que je suis professionnel de santé, je suis installé depuis 20 ans dans mon cabinet, et on me dit d'un coup, s'il vous plaît, vous pouvez changer de cabinet ou vous regrouper avec tel ou tel autre professionnel. En fait, ça ne marche pas comme ça. Et donc ça prend du temps. Et il faut, à un moment donné, assumer que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a deux niveaux en termes de politique publique. Il y a un niveau à court terme, c'est-à-dire que pour passer le seuil d'ici 2030, avec des difficultés d'accès aux soins en termes de professionnels, en termes de besoins de santé. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, la création, parce que je vois le président Emmanuel Hardy, la création des IPA et le fait de développer des structures de formation, etc. Ça a été des mesures qui ont été prises très rapidement pour lancer effectivement cette nouvelle profession. Et derrière, il y a un certain nombre, enfin vous l'avez vu, on a parlé de la grippe aujourd'hui, les infirmiers, les pharmaciens, c'est rentré complètement dans les habitudes, même si on devrait davantage se vacciner et que on a multiplié le nombre des professionnels pouvant vacciner, mais pas forcément ceux qui étaient vaccinés. Donc on a fait il y a eu des choses qui ont été faites. Il faut en faire davantage, mais à court terme. À moyen et long terme, on est obligé d'assumer à un moment donné que ça prend du temps de faire cet exercice coordonné. Mais aujourd'hui, les CPTS, qui n'existaient pas il y a quelques années, couvrent la totalité du territoire. Alors une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent partout pareil de la même façon. Évidemment, il y a des endroits où ça marche du feu de Dieu parce qu'on arrive à aller très loin en termes de coordination, en lien avec les services d'urgence, en lien avec les professionnels de ville, etc. Monsieur, vous disiez tout à l'heure l'exercice coordonné, pas trop avec l'hôpital, un peu quand même, parce que justement dans le cadre des CPTS, les établissements de santé sont normalement peuvent être partie prenante. Mais juste pour vous dire, on va très vite sur un certain nombre de textes, autant que le cadre politique et institutionnel nous le permet en ce moment. Donc on essaie d'aller très vite. En revanche, le déploiement en profondeur et le changement organisationnel, ça prend du temps. Merci. Voilà. Merci. Vous vouliez vite intervenir? Oh oui, je veux juste intervenir pour dire que les changements sont tellement profonds que c'est des changements culturels aussi. Et quelque part, même si on décrète, les changements dans les têtes, les changements aussi dans la formation, il y a une table ronde tout à l'heure là-dessus, on se forme au pluripro, on se forme à l'équipe, et ça prend du temps. Excuse-moi Mickaël, je taquine un peu.
mais quelque part, je préfère qu'on mette un petit peu plus de temps pour que les professionnels adhèrent à un projet collectif d'équipe pluriprofessionnelle et que ça mette un petit peu plus de temps que de décréter une couverture 100% du territoire et avoir une proportion de professionnels impliqués dans des organisations territoriales qui est minime. Et donc, il vaut mieux un maximum de gens impliqués qu'un minimum de gens parce qu'on a décrété une organisation territoriale. Merci. On va prendre une ou deux questions, interventions dans la salle, parce qu'on a Agnès Firmin-Lebedeau en ligne pour prolonger et la faire intervenir en grand témoin de l'après-midi. Notre podiatre québécoise qui reprend la parole. C'est encore moi. Mais vous êtes venu de loin, donc vous avez le droit à un peu plus de parole que d'autres. Oui, c'est ça. En fait, je voulais juste rebondir sur la notion de chef d'orchestre qui est le médecin. Tout à l'heure, Madame la ministre a nommé que la santé, ça fait 50 ans qu'on fonctionne de la même façon. Puis il y a 50 ans, le médecin était le chef d'orchestre parce qu'il n'y avait pas d'autres professions autour pour aider le médecin. Donc, je ne dirais pas que le patient est le chef d'orchestre de sa santé, mais moi, comment je vois ça, c'est que chaque acteur de la santé est comme un instrument. Parce que quand on dit que le médecin est le chef d'orchestre, ça veut dire que quand on est dans un orchestre, moi je joue du violoncelle, le chef d'orchestre, j'ai pas le choix d'aller avec la partition qu'il me propose. Je peux pas changer la partition, c'est lui qui décide de tout. Alors, on va avoir une réponse. Je vais vous répondre. D'abord, moi, j'ai pas été ministre. C'est correct. Donc, quand on a été ministre et quand on ne l'est plus, on peut dire qu'on aurait pu changer plein de choses. Premièrement. Et deuxièmement, on peut avoir un regard aussi sur votre modèle de système de santé au Québec, que je connais bien. Mais je suis d'accord avec vous, ça fonctionne pas non plus. Donc, il y a eu des paradigmes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Il y a eu des paradigmes. Moi, je ne me suis pas annoncé chef d'orchestre. Moi, je me suis surtout... Vous l'avez dit au départ, je ne suis pas le chef. Je ne suis pas le chef. Je veux coordonner et aider. Par contre, moi, je suis en capacité, parce que quand on a fait 12 ans ou 15 ans d'études, on est en capacité de dire à chacun, respectez-vous, vous avez des compétences, il faut les exprimer. Mais pour les exprimer, il faut les exprimer dans un cadre. Exactement. Et c'est très difficile de penser que dans le modèle que l'on a eu, on peut aller vers les autres. C'est ce que vient de dire Pascal Gendry. Cette culture-là, elle n'est pas encore partagée et elle est au bénéfice du patient. Parce qu'on est sur un objectif, c'est pas votre exercice, c'est pas le mien, c'est est-ce que ça améliore la qualité du soin et la santé des patients? Est-ce que ça rend des services de la prévention jusqu'à l'accompagnement de fin de vie d'un patient tout au long de sa vie? Ça, c'est les vraies questions. Voilà. Parfait. C'est bon, merci. On va devoir s'arrêter là. Merci infiniment à nos panélistes.